Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, rencontre avec un auteur aux multiples facettes. Effectivement, aujourd'hui, je reçois Pierre Labrie, écrivain de romans, de livres jeunesse, de poésie, de théâtre et j'en passe. Il vient aujourd'hui nous parler de ses dernières publications, mais aussi parler gastronomie autour d'une table remplie de découvertes. Aujourd'hui, je suis au restaurant L'Osteria et je vous invite à découvrir les lieux avec nous. C'est parti! Restaurant réputé pour sa fine cuisine, l'Osteria a de la place pour accueillir jusqu'à 60 convives. Situé au cœur du Vieux-Belleuil, l'Osteria est un lieu par excellence pour célébrer les occasions spéciales, tout comme les dîners en tête-à-tête ou simplement une belle soirée entre amis. Cette chaleureuse maison victorienne a d'abord été une résidence privée avant de devenir une épicerie, puis un restaurant. Depuis 2005, c'est Rodolphe Drapeau qui a repris le flambeau de l'entreprise familiale en devenant chef propriétaire à son tour. Il élabore depuis, à chaque mois, une nouvelle table d'hôtes afin d'épater ses convives et afin de continuer à parfaire ses propres talents culinaires. Monsieur Rodolphe Drapeau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, vous êtes chef propriétaire ici de l'Osteria depuis combien d'années? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Mais oui. C'est quand même une entreprise familiale oui, qui appartenait à votre père. Oui, effectivement. Mon père l'a eu pendant 20 ans et puis moi, ça fait maintenant 7 ans. Et est-ce que c'est une passion pour la gastronomie qui vous a mené à ouvrir un restaurant dans la famille? Une passion pour la gastronomie, je ne sais pas, je ne peux pas pour répondre mon père, là, mais je sais que lui, c'est un de ses rêves d'ouvrir un restaurant. Effectivement, je ne sais pas si c'est une passion pour la gastronomie, là, mais je sais que c'était son rêve, c'est d'ouvrir son restaurant. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre ses traces? C'est que j'ai commencé à travailler avec mon père à l'âge de 11 ans. En restauration, fait que là j'ai pris la piqûre et puis c'est comme ça que j'ai décidé de continuer dans le restaurant. Et aujourd'hui, vous venez de main de maître l'Osteria. D'ailleurs, pourquoi avoir surnommé le restaurant comme ça, savez-vous? C'est parce qu'au début, on était un restaurant italien, puis Osteria, c'est un mot italien, ce qui veut dire, je crois, auberge en italien. Alors, vous accueillez les gens comme dans une auberge ici. Oui, effectivement. Et donc, c'est très accueillant d'ailleurs. Comment est-ce que vous élaborez votre menu au fil des saisons? On change notre table d'hôte à tous les premiers vendredis de chaque mois. On va avec les spécialités de la saison. Comme là, aussi, on a changé notre menu à la carte. On a rajeuni notre menu un petit peu. On a des tartares qu'on n'avait pas avant. Okay. On a des burgers, des choses comme ça qu'on... Oui, bien justement, vous parlez de renouveau. Qu'est-ce que vous avez apporté de différent, d'après vous, de ce que votre père avait conçu à la base? Les frites cuites dans le gras de canard, je travaille des grillades, ce qu'on n'avait pas dans le temps. Un menu plus jeune que j'essaie d'apporter. D'accord. Puis ouais. vos spécialités de la maison, ça serait quoi? Spécialité de la maison, c'est ça, nos grillades, les frites cuites dans le gras de canard. Et puis, comme je me plais toujours à dire au monde, c'est que notre spécialité, c'est que tout ce qu'on fait, c'est bon. Alors, c'est ce qui fait la particularité de votre restaurant, c'est que vous êtes le meilleur, c'est ça? Oui, je pense que oui. J'essaie de travailler aussi, de mettre toujours ma touche personnelle dans mes recettes. De toute façon, tantôt, vous allez voir. Oui, vous avez élaboré un menu assez complet aujourd'hui, hein? Oui. J'ai élaboré un menu de 3 services. Vous allez avoir une entrée, un plat principal et puis le dessert. Wow, on a bien hâte de découvrir ça. Et d'ailleurs, quel genre de clientèle vous retrouvez ici? On retrouve pas mal toutes sortes de clientèle, autant les gens d'affaires pour le dîner, autant la famille pour les brunchs le dimanche, et puis des amis, des couples. On a des groupes ici, on a une salle de réception pour environ 25 à 30 personnes. Oui, je voyais d'ailleurs qu'au-dessus de vos salles, il y avait toujours des noms qui étaient désignés pour les quelques pièces dans la maison. Comment avez-vous choisi ces titres-là? Ça, c'est mon père qui les a choisis. C'était des maisons de vin, et puis c'est pour ça qu'il a choisi les salons. Il y a Louis Roche. Et Marie-Soleil. Marie-Soleil, oui, c'est pas une maison de vin, c'est pour Marie-Soleil qui est là, parce que c'était une de nos clientes. Alors, on va manger à sa santé et à la vôtre également, et on se retrouve un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Drapeau. Monsieur Pierre Labrie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager un repas avec moi aujourd'hui. Alors, vous venez de déguster un risotto et moi une salade d'asperges. Oui. Sublime. Et on attend la suite, bien entendu. Mais avant, on veut connaître un peu, en savoir un peu plus sur votre carrière. D'abord, qu'est-ce qui vous a mené à écrire un jour? Je suis parti de la musique parce que je suis un musicien tout d'abord. Puis, par la musique, je me suis mis à écrire des textes de chansons en français.
Puis à partir des textes de chansons, j'ai commencé à écrire des poèmes qui ont donné des livres de poésie et c'est parti vraiment comme ça. Et donc, vous le dites vous-même, vous êtes un passionné de musique, mais Oui. vous avez quand même étudié la littérature autant au collégial qu'à l'universitaire également. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là plutôt que la chanson? En fait, je suis allé étudier la littérature quand j'ai commencé à écrire autre que des textes de chansons. OK. Au départ, j'ai étudié en génie civil, qui n'est pas marqué dans mon CV. J'ai étudié en Une autre génie partie de civil votre vie. et c'est vraiment pendant cette période-là que je me suis aperçu que la musique et l'écriture de textes prenaient de plus en plus de place. Et j'ai quitté dans le fond mes études en génie civil pour aller en lettres. Donc je suis retourné au cégep faire lettres, langues et cinéma à Rimouski. Puis c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à travailler plus la littérature. J'ai continué à faire de la musique pareil. Mais un jour, il a fallu que je choisisse entre les deux parce que tenir les deux en plus d'un emploi à temps plein, c'est un peu difficile. Donc, un jour, j'ai fait le choix entre les deux et j'ai choisi la littérature. Par contre, la musique est encore très, très présente. Là. Je ne peux pas écrire sans écouter de musique. C'est une manière de vous inspirer, de vous relaxer? D'être sûr d'avoir ma bulle complète parce que j'ai besoin d'une bulle. Je peux pas... si j'ai pas ma bulle à moi, je peux pas aller écrire, mettons, dans un café ou à quelque part. Il faut que ce soit hyper tranquille, puis j'ai mes écouteurs, puis je crée ma bulle, là. Puis à la maison aussi, donc j'ai besoin de ça, puis c'est par la musique que je réussis pas mal à la créer. Et puis justement, vous parlez un peu de votre façon d'écrire, puis je pense que quand vous écrivez un roman, la période d'écriture peut varier d'un roman à l'autre. Parlez-nous un peu comment de temps ça peut vous prendre d'écrire un livre? C'est très, 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 très différent dans mon cas. Il y a des écrivains qui écrivent un livre, puis ça va prendre à peu près toujours le même temps. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Rick, c'est paranormal, que j'avais écrit comme en 48 heures à l'époque. Wow! Mais que j'ai C'est retravaillé. paranormal. Oui, c'est ça presque. Mais que j'ai retravaillé, par contre, ensuite pendant 2 ans de temps. Donc, le premier jet, là, du début à la fin, je l'ai écrit en 48 heures, je m'étais enfermé. J'avais fait que ça, j'avais presque pas dormi. J'avais même oublié de manger. Wow. Moi qui n'oublie pas de manger habituellement. Non, surtout pas ici. Non. Puis, après ça, je l'ai retravaillé pendant 2 ans de temps en ayant d'autres projets en même temps, pareil. Là. Mais je le ressortais, je le retravaillais et tout. Alors que, bon, pour ma série Mistral, j'ai écrit le premier Mistral en 8 mois en temps perdu. Le deuxième en 5 jours à temps plein. Encore une fois, le premier jet. Puis le troisième en 8 mois presque à temps plein parce que j'ai eu beaucoup de recherches à faire dedans. Donc, c'est très, très différent d'un livre à l'autre. Alors, on parle justement de la série Mistral, une série jeunesse en 7 tomes que vous écrivez présentement toujours, donc qui est en cours. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de Mistral. Mistral se passe en général dans ma ville natale à Montjoly, au tout début de la Gaspésie. Puis les personnages, bon, bien sûr, sont fictifs. À part le libraire de Montjoly, de la librairie Lis beaucoup, qui est un personnage qui s'appelle le hibou dans l'histoire. C'est un surnom qu'un des personnages de Mistral lui a donné. Bien sûr, Mistral, c'est un clin d'œil à la polyvalente Le Mistral, où je suis allé aussi OK, donc j'étais ça... jeune. Oh, oui. Puis l'histoire, les 7 tomes se passent pas mal dans ce coin-là, sauf le deuxième qui se passe en Abitibi, car le grand-père de Chloé Mistral, qui donne son nom à la série, habite là-bas. Okay. Donc, on est dans le fantastique, dans le paranormal. Il se passe des affaires très, très étranges. Je démolis dans l'histoire des murs de l'école de ma jeunesse. Ah, c'est comme un fantasme là, de jeunesse. Peut-être, oui. Peut-être que j'aurais aimé que les murs tombent à l'époque, mais c'est une blague. Mais je change beaucoup de choses dans la ville, même si on peut reconnaître tous les endroits. Puis j'imagine que vous avez parcouru quand même plusieurs salons du livre pour faire découvrir ce roman-là. Oui. Quelle est la réaction des jeunes face à Mistral? La réaction, elle est bonne. Oui? Elle est très bonne depuis le début, d'ailleurs. Le fait que ça se passe dans un lieu existant, dans un Québec qui est contemporain, oui. Où j'ai pas besoin d'expliquer un monde qui n'existe pas, parce que, tu sais, l'école, ils savent c'est quoi et tout. Là. Puis la plupart des lecteurs ont l'âge des personnages aussi dans la série. Donc, c'est plus facile pour eux de s'associer à un personnage directement à l'intérieur de la série. Puis, bon, ça se passe à l'école, ça se passe en dehors de l'école, c'est des choses qu'ils connaissent. Donc, de vivre aussi
ces choses-là fantastiques à travers un personnage qu'ils aiment bien. C'est toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant et présentement, ça fonctionne très bien. Et vous avez été également, vous avez enseigné un petit peu en alphabétisation, vous avez aidé les jeunes. C'est important pour vous de transmettre cette passion-là de la lecture rapidement aux enfants? Oui. Par contre, j'ai enseigné en alphabétisation à des jeunes et aussi à des adultes. OK. Et puis, ce que j'aimais là-dedans, c'est de voir qu'avec le pouvoir des mots, on pouvait aussi changer les personnes. Oui. C'est des personnes qui souvent sont très exclues de la société, qui vivent souvent dans un contexte de pauvreté et tout. Puis, que par les mots, ils réussissent à se recoller à la société comme telle, c'est une belle chose. Puis j'aimais beaucoup participer à ça. Ben, participer avec des guillemets autour très gros, là. Mais d'avoir peut-être joué un jeu à l'intérieur de ça, je trouvais ça important aussi. Monsieur Labrie, est-ce que vous êtes plus du genre restaurant ou vraiment cuistot à la maison? Je cuisine beaucoup à la maison, par contre, j'adore aller dans les restos. Puis je serais bien malheureux si j'aimais pas aller dans les restos, parce qu'avec les salons du livre, on est toujours à l'extérieur. Donc, on a beaucoup essayé, moi et ma copine, de nouveaux plats. Pour les entrevues aussi, alors on vous a aujourd'hui l'extérieur. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez un saumon avec une salade de pommes. Ça, c'est une de mes recettes que j'ai concoctée moi-même. Et un filet mignon ici, servi médium saignant avec une sauce au poivre. Wow. Et vous avez des frites cuites dans le gras de canard aussi. Oui, vous en parliez tout à l'heure, une spécialité de la maison. Oui, effectivement. Et puis pour les vins, pour monsieur, vous avez un Pepperwood Cabernet Sauvignon. Et pour madame, vous avez un Château de Nage rosé. Wow, merci beaucoup. Alors, on déguste ça avec bonheur. Bien, j'espère bien, puis je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, écoute, je vous laisse prendre la première bouchée. Ah oui? La bouchée d'honneur. Ah oui. Hein? Oui. On y va? Moi, je pense que je vais me sacrifier aux frites. C'est mon petit côté... Ah, c'est succulent. Vraiment, ça a un goût particulier, mais c'est très doux en même temps. Vraiment, et moi, il y a la petite salade de pommes également qui est très intéressante. Alors, vous cuisinez beaucoup. C'est bon aussi? Oui, hein? Je le vois dans les yeux. Qu'est-ce que vous cuisinez surtout à la maison? Est-ce que c'est très comfort food ou très santé? Ou Vraiment de tout. OK. Pas le choix aussi, avec des enfants à la maison, on cuisine de tout. Mais j'aime beaucoup cuisiner des choses qui peuvent paraître très complexes, mais qui sont pas, qui demandent pas énormément de temps de préparation. Comme par exemple? Comme par exemple... je vous prends mot, là. Oui. Non, je ne sais pas quoi nommer, mais je prépare plein de... Des trucs qui sont visuellement tellement impressionnants, mais qui, dans le fond, sont super simples à réaliser. Je pense que le premier truc que j'ai fait à ma copine, qui était en fait un espèce de poulet piquant, que j'appelle un poulet piquant, parce que, bon, j'invente beaucoup. Je cuisine pas avec des livres de recettes, j'invente beaucoup, là. Donc, un espèce de poulet piquant, là, qui est de mon cru à moi, que j'avais préparé avec des légumes, mais avec vraiment plusieurs couleurs dans l'assiette, là. Bon, tu sais, je pense qu'elle était très, très impressionnée. Je pense que je l'ai gagné comme ça. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis je l'ai refait ça aussi à des amis, puis ils sont toujours très impressionnés de l'assiette comme telle, alors que c'est pas des trucs très compliqués, là. Alors, on peut toujours créer à partir de ce qu'on a dans le frigo. Oui. Oui? Oui, mais j'aime beaucoup aller à l'épicerie. Moi, je suis bien dans une épicerie. Tu sais, il y a plein de gars qui disent qu'ils sont pas à l'aise dans une épicerie. Moi, dans une épicerie, je suis très à l'aise et j'aime beaucoup choisir plein de choses. J'aime aussi aller dans les épiceries spécialisées. OK. Vraiment pour découvrir plein de types de trucs à ajouter, là. Des petites épices. Ah oui, des épices, des sauces. C'est tout le temps le fun également. Oui, je sais. Puis bon, comme plein de gars aussi, j'adore faire du barbecue l'été. Ah, effectivement. Mais là, on cuisine plein de choses sur le barbecue. Oui. C'est toute la virilité prend son sens avec un barbecue. Oui, écoute. Et le weed eater, mais ça, on en parlera une autre fois. Oui. Dans l'émission Jardinage et compagnie. Oui. Alors,